vais poser une question pour illustrer le titre qui vient d'être énoncé par Madame. Avez-vous entendu parler du brassard jaune? Qui a entendu parler du brassard jaune ici? Personne. Bon. Eh bien, figurez-vous que parmi les projets du Grand Paris, il y a un projet structurant, ça vous en avez sûrement entendu parler, c'est le Grand Paris Express, qui va irriguer le Grand Paris avec ses 62 gares neuves ou rénovées, qui vont être des pôles. J'utilise des guillemets mentaux souvent, c'est le langage des urbanistes. C'est une espèce de novlangue destinée à impressionner le gogo, mais je ne prends pas ça au sérieux. Donc ces gares vont desservir et vont servir en même temps de pôles de compétitivité, et également ou bien des pôles d'excellence. C'est-à-dire autour de ces gares, il va y avoir, les gares vont être transformées, comme le sont déjà d'ailleurs en partie en ce qui concerne Saint-Lazare et d'autres, en immenses centres commerciaux, mais en même temps, tout autour, il va y avoir une série d'équipements culturels et des logements en général haut de gamme autour de ces gares. Ça, c'est pour vous mettre... Alors, ce Grand Paris Express, vous le savez, il doit faire à peu près... Il fera 200 km de long, une partie à l'air libre, une partie en tunnel, et il y a parmi... En plus de ce réseau, il y a une ligne spéciale qui va être créée, qui s'appelle le Charles de Gaulle Express, CDG. C'est une ligne qui fera directement Paris depuis la gare de l'Est jusqu'à l'aéroport de Roissy. Cette ligne, c'est une ligne qui va être réservée aux happy few, à la minorité pressée et privilégiée qui viendra à Paris ou qui partira de Paris, soit pour des raisons de business, businessmen ou women, soit pour des raisons touristiques. À 24 € le ticket. Alors jusque-là, pourquoi pas, S'il faut que la métropole rayonne, il faut encore donner, disons, à l'élite mondiale la possibilité d'aller prendre l'avion sans subir toutes les stations que l'on prend, même quand c'est un peu écourté dans le cas du RER-B. Et c'est justement que là arrive un problème. C'est que si on fait si cette ligne est effectivement aménagée, le RER-B va en souffrir. Alors vous savez sans doute pourquoi il va en souffrir. Parce que cette ligne, la nouvelle, va faire 32 km. Mais sur ces 32 km, il va y avoir 28 km à peu près qui vont emprunter la ligne du RER-B, y compris d'ailleurs quelques voies de dégagement qui sont là et qui servent en temps normal lorsqu'il y a des pannes ou des avaries dans le RER-B pour maintenir la circulation. Mais vous savez peut-être aussi que l'un des RER qui a le plus de problèmes depuis des années, des retards, des pannes, des fermetures, c'est le RER-B. Alors, d'un côté, vous avez une ligne qui est programmée, réservée donc à une élite, certains l'appellent le train des riches, puis de l'autre côté, vous avez un train existant, c'est le train, sinon des pauvres, disons des moins riches. Et les moins riches risquent de faire les frais de la priorité accordée au train des riches. Et il se trouve que parmi les voyageurs et parmi certains élus locaux de communes que traverse le RER-B, il y a des gens qui ont eu l'idée de voyager avec un brassard jaune. Vous savez ce que ça signifie. C'est-à-dire, la référence, c'est les gilets jaunes. Si je veux caricaturer, d'un côté, on a vraiment les gens, je dirais, je l'ai dit, privilégiés et pressés. De l'autre côté, on a, comme aurait dit François Hollande, les sans-dents ou comme dirait Macron, ceux qui ne réussissent pas. Dans l'autre, il y a ceux qui réussissent. Et ceux qui ne réussissent pas, vous le savez, n'existent pas. Ils n'existent pas pour les planificateurs, au moins ils n'existent pas trop, puisqu'on a décidé, éventuellement, et en ce moment il y a des conflits qui vont jusqu'au sommet avec les élus locaux. En plus, il y a eu un tas d'infractions et de magouilles avec des
comment dirais-je, les entreprises chargées de construire, il y a des plaintes. En ce moment, il y a certains dossiers qui sont au tribunal, etc. Mais le résultat de cela, c'est que, alors, pour vous donner une idée, il y a à peu près 700-800 000 passagers dans le RER B. Le train de luxe, lui, c'est au maximum 7 à 10 000 passagers. Vous voyez là. Vous voyez qui on sert en priorité. Pourquoi je commence par là? Donc, brassard jaune, qui, si ça continue, va se diffuser un peu plus. Je vous dis ça, si vous prenez le RER B et que vous voyez déjà qu'un brassard jaune, vous saurez à quoi ça renvoie. Ben, j'ai choisi de démarrer avec cela parce que c'est pour vous prouver que c'est le Grand Paris. Tout le monde ne va pas être logé ou voyager à la même enseigne. Comme toutes les métropoles, c'est un urbanisme qui donne la priorité à un impératif. Cet impératif, c'est celui d'un principe qui n'est officiellement pas appliqué. Il était inscrit dans la Constitution européenne, qui a été refusée quand même par 54% des Français, mais qui est rentré par la porte avec une réunion du Sénat et de la Chambre des députés ou du Parlement à Versailles. Ce principe qui régit en fait, qui est la raison d'être du Grand Paris, c'est la concurrence libre et non faussée entre métropoles. C'est-à-dire que ce principe de la concurrence libre et non faussée, bien entendu entre les firmes, entre les branches, entre les individus, hein, c'est le principe cardinal du capitalisme aujourd'hui, du fin du XXe siècle et début du XXIe. Cette concurrence libre et non faussée a incité les responsables politiques au niveau étatique, au niveau central et au niveau local, de donner la priorité à la métropolisation des grandes villes pour qu'elles soient alors j'utilise leur langage, concurrentielles, attractives ou compétitives par rapport aux autres. Autrement dit, la priorité de l'aménagement est d'attirer les quartiers généraux des grandes firmes multinationales, je dirais plutôt transnationales pour une raison que je vais expliquer, d'attirer les sièges sociaux, d'attirer les grands laboratoires, les centres de recherche, les loisirs réservés aux classes dominantes, et de les concentrer fondamentalement, non seulement de les localiser dans ces villes, ces quelques villes, mais en plus au cœur de ces villes-là, pas en périphérie. Et le Grand Paris est destiné justement à adapter l'aménagement de la région, en l'occurrence de l'Île-de-France, d'une partie de l'Île-de-France, à ce besoin pour une ville, pour une capitale, que ce soit une capitale au niveau mondial, une capitale au niveau européen, il y a une hiérarchie évidemment, ou une capitale au niveau régional. Alors en France, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des lois qui se sont succédées à partir de 2011 pour les préparations, 2012 première promulgation, 2014 la deuxième, avec une nouvelle fournée de métropoles. Enfin, sachez qu'en France, ont le droit maintenant de s'intituler officiellement métropole un certain nombre de villes. Si je fais le tour de France, pas dans le sens des coureurs, mais le Tour de France dans le sens de l'Hexagone, on met Paris, ensuite il y a Lille, vous descendez un peu, vous avez Rouen, vous avez Caen. Ils n'étaient pas sélectionnés dans la première fournée, mais hurlement de la part des maires, donc on les a mis dedans. Vous avez Brest, Brest, je vais y revenir tout de suite, vous avez Rennes, Nantes, Brest. Alors Brest a été mis, mais c'est... Alors, j'ai rien contre les Brestois, mais franchement, cette ville, avec son agglomération, qui fait à tout casser 120 000 habitants, classée métropole, il faut quand même le faire. Mais moi, j'avais été à Brest il y a quelques années, invité à faire un topo après une projection dans un cinéma de Brest. Et alors, j'ai dit quand même, ça s'appelle... Alors, vous voyez les sigles, Brest, BMO, Brest Métropole Océane. Souvent, ils ne sentent plus, hein, tous. Ils ont des noms, il faut voir les appellations non contrôlées, enfin, scientifiquement non contrôlées. Brest, maintenant, est métropole, bien. Surtout en bout, hein, elle est tout au bout, là. Après, c'est la mer. Parce que Strasbourg, qui est une métropole, ils ont quand même derrière, ils ont l'Allemagne, c'est quand même pas rien, et Luxembourg, pas loin.
pas plus que la Suisse, etc. Tout ça, ça va bien. Bon, je continue. Métropole, alors vous avez Bordeaux, vous avez Toulouse, Montpellier, qui a failli pas y être, mais elle y est, Marseille, avec un gros problème à Marseille. Dans toutes les métropoles, on a commencé quand même, j'anticipe, à nettoyer le centre de ces couches populaires. Par le biais, évidemment, d'opérations qui ont dit reçu différentes appellations. Restructuration, régénération, revitalisation. Celle qui me plaît le plus, c'était du temps de Jospin, renouvellement urbain. Quand vous entendez renouvellement urbain, y compris ici, pas Malakoff, je ne connais pas, mais je connais d'autres, j'en reviendrai plus tard, communes de ce qu'on appelait la ceinture rouge jadis, par exemple à Vitry ou à Ivry. Renouvellement urbain, il faut traduire. Ça veut dire renouveler la population, c'est clair. Hein? Au-dessous d'un certain revenu, au-dessous d'un certain rang, ça doit dégager. Pour laisser place, justement, aux nouvelles classes appelées créatives. Ça aussi, c'est un néologisme, vous savez. Seules les élites créent, hein, les autres consomment ou sont des parasites. Les classes créatives. C'est-à-dire que moi, ce que j'appellerais, on pourra en discuter, ce que j'appelle toujours d'ailleurs la petite bourgeoisie intellectuelle, dont nous faisons tous partie ici. Strate supérieure, moyenne, inférieure, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait d'une catégorie inférieure ici. Les classes créatives, bon, c'est un concept qui a été inventé, peu importe, par un économiste qui est devenu un chargé de com très prisé dans le monde entier, canadien, il s'appelle Richard Florida. Créatif, créateur, c'est tout. Ingénieur, chercheur, c'est paysagiste, c'est chargé de com, c'est tous les gens qui dans les loisirs, la culture, etc. La classe créative. Bon, elle crée quoi? En réalité, elle crée de la plus-value. Hein. C'est ça qui est fondamental. Ils font tourner le business dans les villes où ils s'installent. Donc, je finis mon énumération. Alors oui, Marseille, il y a un problème. Si on a commencé à dégager largement les classes populaires du centre des grandes métropoles, y compris Paris, hein, si je vous donnais les chiffres de la diminution des classes populaires à Paris, c'est pas représentatif de la... Si on calcule que les ouvriers et les employés, ça constitue à peu près, si je calcule 48% de la population active, vous n'avez plus que à peine 20% de population ouvrière et surtout employée dans Paris. C'est pour vous dire que Paris est en train de... Alors j'utilise un langage soi-disant savant, est en train de s'embourgeoiser, ça c'est pas savant. Moi je dirais s'embourgeoiser sans petit bourgeoiser, puisqu'il y a des classes moyennes éduquées. Ça c'est le terme officiel, on doit dire classe moyenne éduquée. Hein. Il ne faut pas dire petite bourgeoisie intellectuelle, ça ne plaît pas aux gens concernés. Aujourd'hui à Paris, on est en voie de... Comment dirais-je, on dépeuple Paris au sens, je dirais pas démographique ou géographique. Bien que la population de Paris diminue, entre parenthèses, lentement mais sûrement, on met trop d'équipements, selon mon critère, d'équipements culturels notamment, trop de quartiers généraux, de sièges sociaux, et puis surtout, il y a beaucoup, de plus en plus, des millionnaires en euros ou en roubles, ou ailleurs, qui achètent des appartements et des îlots entiers à Paris pour servir de résidence secondaire. Ils ne sont pas résidents officiellement, ils ne font pas partie de la population. Ils viennent de temps en temps, avec leur femme ou leur maîtresse, passer un petit séjour à Paris. Bon, je vous conseille à cet égard un livre remarquable, à mon avis, sur l'évolution de la composition sociale de Paris et ce que ça implique, qui s'appelle Paris sans le peuple, d'une jeune géographe, qui s'appelle Anne Clerval, qui est prof à Paris-Est. Paris-Est, c'est la... Alors, dans les pôles d'excellence, je ne vais pas vous énumérer, parce que si je vous décris tous les composants du Grand Paris, on y serait encore demain. Mais il faut savoir que le Grand Paris est divisé en 12 territoires. Vous êtes dans un de ces territoires qui s'appelle Seine, je ne sais plus quoi. Vallée Sud de Seine. Vallée Sud, oh, il y a toujours, c'est très poétique. Vallée Sud, hein, ça fait au bord de l'eau, c'est bien, c'est poétique. On est sur un plateau, donc... Ouais. Ouais, par exemple, l'ancienne banlieue rouge où j'habitais avant, Noisy-le-Sec, Villemomble, etc., ça s'appelle Est Ensemble. Vous voyez, tous unis. Hein. Bon.
tous unis dans une certaine catégorie sociale. Bon, et puis derrière, vous avez l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle le territoire, et vous avez une université, qui est l'université, c'est le campus Descartes, qui va être spécialisé dans tout ce qui concerne le développement durable. Alors, le développement durable, il ne faut pas y croire non plus. Normalement, moi je mets tout ça entre guillemets. Ça sera la devise, c'est polluer moins pour polluer plus longtemps. Hein? Et c'est un nouveau créneau. C'est les industries, parmi les industries, les activités les plus prospères actuellement, c'est ceux qui sont dans l'urbanisme vert. Vous voyez, que ce soit des logements, les BBA, bâtiments à basse consommation, BBC, pardon, bâtiments à basse consommation, hein, immeubles à haute qualité HQE, haute qualité environnementale. Bon, nouveaux matériaux, etc. Bon, alors ça c'est le développement durable. Bon, toutes les études un peu sérieuses, bien entendu, elles ne sont pas diffusées dans le grand public, montrent que on ne pollue pas d'un côté, mais on va polluer de l'autre et d'une autre manière, sans parler, entre parenthèses, de toutes les ressources qui sont extraites dans les pays du Sud, comme on dit si bien, notamment celles qui servent à faire des toits isolants, etc., avec des nouveaux minerais, espérance de vie, 45 ans. Mais ça, c'est pas important. Nous sommes des Blancs du Nord, appartenant aux couches moyennes non, il n'y a pas ici de bourgeois. Mais bon, alors, pour en venir à cela, alors Anne Clairvaux, elle a fait un très bon livre, Paris sans le peuple, et elle montre que même quand on parle de mixité, ça c'est un autre, il faut mettre des guillemets à mixité, hein, ça consiste à faire venir dans l'ancien quartier populaire ou à maintenir des classes qui appartiennent, je dirais, à la fois aux strates inférieures de la petite bourgeoisie intellectuelle, et puis un peu quand même à des classes populaires qui s'y tiennent bien. Parce qu'il faut savoir une chose, je ne rentre pas dans le détail non plus, en ce qui concerne le logement social, qui a en gros 4 catégories de logements sociaux, mais ça va du un logement social accessible à 84% des ménages. Jean-Pierre Chevènement est logé derrière le Panthéon dans un logement social. Je vous donne un exemple, hein. Il y en a plein comme ça. Hein. J'ai rien contre Chevènement, j'ai même collaboré avec lui jadis, je ne suis pas fâché avec lui. Bien qu'il était ministre de l'Intérieur au moment où il y avait une répression dans les banlieues, mais enfin je ne rentre pas dans le détail. Mais vous avez des gens, les logements sociaux que l'on fait actuellement à Paris, notamment sous Delanoë, alors sur Madame Hidalgo, c'est essentiellement réservé, on peut dire, à la petite bourgeoisie intellectuelle. Alors il y a tout en bas là, les logements très sociaux, et vous verrez dans les opérations de logement, y compris en banlieue. Bon, j'ai fait des études concernant Nanterre par exemple. Nanterre, quand on fait du logement social aujourd'hui, je peux vous dire, c'est pas de l'électorat bas de gamme. Hein. Bon, mais étant donné que... en plus, on peut payer des surloyers, mais un surloyer pour des gens des classes moyennes aisées, éduqués, comme on dit, enfin, comme on doit dire officiellement, c'est moins cher qu'un logement dans un bâtiment, en termes de loyer, privé. Hein. Le logement social, même avec surloyer, est plus avantageux qu'un logement privé. Bon. Alors on en est là. Ah oui, j'ai fini, là, je finis. On est remonté. Ah oui, j'en reviens à Marseille, je suis obsédé, moi. Pourquoi ? Parce que c'est la seule ville où il y a un gros problème encore. Bien qu'il soit en train de métropoliser à tout va, de transformer l'ancien port de pêche, c'est déjà fait depuis longtemps, en en parking à bateau de plaisance. Transformer la Joliette. Hein, maintenant, c'est devenu un parc pour les paquebots de croisière. Avec une promenade, un centre commercial mirifique avec des prix qui sont encore 20% plus chers que dans le centre de Marseille, hein, on attire avec des opérations de logement haut de gamme. Néanmoins, le centre de Marseille, il y a un problème pour les aménageurs, il y a un problème pour le maire, M. Jean-Claude Gaudin, hein, sauf quand il dort l'après-midi, parce qu'il est un peu gâteux, il dort l'après-midi, jusqu'à 4 heures, on ne peut pas le consulter. C'est la présence de 70 000 habitants au centre, qui sont non seulement des gens bas de gamme, gros pourcentage de chômeurs, gros pourcentage de précaires, et en plus, majoritairement d'origine, comme on dit, immigrés. Comment ? Alors, il faut savoir, quand vous les entendez parler entre eux, off the record, il y a un kyste, ils appellent ça, il y a un kyste qui résiste. Il faut les voir. J'y reviendrai tout à l'heure. Parce que le grand public, comme on dit, on l'enfume, pour parler. Quand vous entendez propagande, pas propagande, vous entendez toujours communication, information. Information, ça veut dire publicité. Communication,
ça veut dire propagande, ou l'inverse. Moi, je dis plutôt enfumage, comme beaucoup de gens d'ailleurs maintenant. Et quand vous entendez des élus locaux vous vanter les charmes pas discrets du tout de la métropolisation, ce qui est discret, c'est les raisons réelles. C'est formidable. Hein, c'est vraiment c'est un magic kingdom, hein, la ville métropolisée. Je disais encore là, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'ai lu là cette revue que je ne connaissais pas. Enfin, ça fait partie de la pub. Hein, ça fait partie de la pub, c'est chez vous là, hein, d'accord? C'est formidable quand on lit ça. C'est extraordinaire. Quand je vois, par exemple, un département très positif, alors il y a un classement qui est importé des États-Unis pour classer les départements. Celui qui chapeaute tout ça, c'est Jacques Attali, qui a bouffé à tous les râteliers, qui a été mêlé à tous les gouvernements, hein, qui est lié à tous les grandes fortunes françaises. La sienne a commencé par la sienne. Et c'est lui qui a testé cela avec le président du conseil départemental, on ne dit plus conseil régional maintenant, qui est M. Patrick Devedjian. Alors, quand on lit un score de 71,9 sur 100, vous êtes formidablement placé dans ce... Alors, tout est positif, hein. Environnement positif, je vous épargne les arguments. Dynamique positive, cadre de vie positif. D'ailleurs, il y a un ballon qui montre qu'on peut s'envoyer en l'air dans ce sens figuré, bien entendu. Inclusion positive et gouvernance positive. Tout va bien, Madame la Marquise. C'est comme ça dans toutes les municipalités. C'est-à-dire quand on parle du Grand Paris, que ce soit naturellement dans les agences de com, que ce soit dans les hôtels de ville, que ce soit dans les clips et dans les vidéos qu'on peut voir avec Internet, tout va bien. Quand tout va mal, c'est un dysfonctionnement, comme ils disent. Hein, c'est pas une contradiction. Contradiction, c'est un terme marxiste, c'est pas, il faut dire dysfonctionnement. Bon, j'ai vu ça, je me suis amusé à le lire, parce que j'avais été au théâtre il y a 2 jours, pour rien vous cacher, voir une excellente pièce, formidable mise en scène. Malheureusement, le dernier jour, c'est demain soir. Ça s'appelle La double inconstance de Marivaux. Je ne sais pas si certains de vous l'ont vu. Remarquable. La pièce de Marivaux, remarquable, mais la mise en scène aussi. Et je suis tombé là-dessus, j'ai commencé à lire, mais j'ai l'impression d'avoir lu ça 20 fois, 30 fois, 40 fois. Vous allez dans le 9-3. Alors 9-3, ça fait mauvais effet. 9-3, c'est racailleux, comme dirait Sarkozy. Mais alors quand vous écoutez M. Patrick Braouzek, qui est le président ex-communiste, bon, il a quitté le parti, il est revenu, etc., de Plaine Commune, qui est un des territoires dont je parlais, vous lisez, j'en ai un autre là, j'ai été invité il n'y a pas longtemps, vous lisez ce qui se dit sur ce territoire. Vous changez les noms, vous pouvez remettre le même discours. Hein, enfumage 100%. Là, j'étais invité il y avait dans le staff, si on peut dire administratif de Plaine Commune, il y avait une femme que je ne connais pas, qui m'a invité pour créer un petit peu d'animation, pour faire un exposé sur la violence urbaine. 9-3, vous voyez, taux de délinquance, machin. Et elle m'a dit, oui, attention, parce qu'il y aura des gens qui appartiennent qui sont à la mairie, il y en a qui sont chargés de maintien de l'ordre. J'ai dit, putain, il y a un pourcentage de flics. Je lui ai dit, elle dit, non, mais ils sont près de la police, etc. Et ils m'ont donné au départ, elle dit, regardez ce qu'on écrit. Oui, cahier citoyen. Alors, citoyen, c'est le vocable qui a le plus de succès dans les discours politiques depuis peut-être l'arrivée au pouvoir de la gauche, 1981. Et surtout 83, après la mise en place de la politique d'austérité par Laurent Fabius. Citoyen, c'est formidable. Tout le monde est citoyen. Bernard Arnault est citoyen. La caissière de supermarché est citoyen. Il n'y a pas de classe sociale. On est dans une société, quand on lit ça, on est dans une société sans classe. Tout citoyen, c'est formidable. Et alors, le cahier citoyen, c'était quoi? C'est un certain nombre de citoyens. En fait, ce sont des associatifs financés par la mairie, triés sur le volet, qui émettent des suggestions pour le Grand Paris. Alors, le langage, je ne vais pas vous le lire, mais c'est donc rédigé par un collectif d'habitants. Et alors, c'est... le thème, c'est... Alors, la métropole, ça commence bien. La métropole, c'est nous. Donc, la métropole, c'est vous aussi. Hein, puisque ça, c'est les gens du 9-3. Hein. La métropole, c'est nous. Et là, c'est la métropole, c'est vous aussi. Et en dessous, il y a écrit une métropole coopérative, attractive, solidaire et démocratique.
C'est vraiment, embrassons-nous, faut le vide. Pour ceux qui connaissent, tout va bien. Et alors là-dedans, c'est extraordinaire. Je vois, nous affirmons que toutes les décisions concernant le futur du territoire, les initiatives doivent venir d'en bas. Il n'y a pas une seule initiative qui est venue d'en bas, à part la hauteur d'une bordure de trottoir quelque part, ou l'installation d'un parc pour les enfants ailleurs. Tout est comme ça. C'est vraiment, c'est à la gloire du Grand Paris. Priorité donc pour les décisions partant d'en bas. Bon, quand je lis ça, maintenant je ne les lis plus, parce que c'est fatigant. D'abord c'est monotone, parce que ça dure depuis plusieurs décennies. Cette nouvelle métropole du Grand Paris, nous ne savons pas encore exactement ce que c'est, ni à quoi que ça va servir. Ils disent ça au début. C'est pas vrai, ils le savent très bien, mais il ne faut pas le dire. Hein. En fait, notre contribution ne se veut pas seulement critique, en fait elle n'est pas du tout critique. Nous proposons des pistes, comme par hasard les pistes, elles rencontrent les pistes tracées depuis longtemps par la technocratie aménageuse, alors Société du Grand Paris, Atelier international du Grand Paris. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails concernant la bureaucratie et la technocratie qui décident à la place. Alors combien il y a d'habitants, Grand Paris? Il prévoit que le Grand Paris, en 2050, ça sera 15 millions d'habitants. On va densifier, hein, parce qu'il dit on densifie pour éviter que ça s'étale. Vous aurez les deux. Ça se densifiera, mais ça va s'étaler dans toute l'Île-de-France. D'ailleurs, Sarkozy, dans la présentation du Grand Paris au Trocadéro, au musée de l'architecture, quand il était président de la République, avait fait un grand discours extraordinaire où il avait récupéré les pensées du sociologue Henri Lefebvre sur la ville ludique, la ville culturelle, la ville qui a une âme, etc. Pas du tout un discours économique. Et il avait dit le Grand Paris s'étendra jusqu'aux frontières de l'Île-de-France et peut-être au-delà. Vous voyez, c'est déjà préparé. Alors, tout ça pour vous dire une chose, c'est qu'on ne peut pas se fier à la propagande, à la publicité dont sont bombardés. Et alors, faut voir, si vous allez aujourd'hui à Ivry, ils ont fait un tunnel pour aller de Paris à Ivry. Dans ce tunnel, vous avez des pubs 3D qui vous montrent ce que sera Ivry demain. Alors moi, j'ai participé à des manifestations avec des militants. Bon, j'anticipe, hein. Je vous signale que une opposition au Grand Paris, comme une opposition à la métropolisation générale, c'est extrêmement difficile. La majeure partie des gens, soit croient ce qu'on leur raconte, d'autres sont indifférents, et le résultat, c'est que vous avez, sur un projet donné, petit, etc., dans un coin, vous avez peut-être une association qui lutte contre ce projet et qui demande à le modifier. Quand c'est un projet plus important et sérieux, à ma connaissance, c'est les deux grands projets qui suscitent une mobilisation coordonnée à l'échelle de l'île du Grand Paris. Et je vous dirais, coordonnée, ça fait beaucoup. Hein, enfin, comment dirais-je, une coordination, ça s'appelle la COSTIF. C'est Coordination pour la solidarité des territoires de l'Île-de-France, et ils ont ajouté depuis 2 ans, et contre le Grand Paris. Ça s'appelle COSTIF, il faudrait mettre 2 initiales derrière. Pour en faire partie, je peux vous dire qu'à tout casser, si on est 800, c'est bien tout. Vous voyez le nombre d'habitants. Alors on arrive à mobiliser des gens contre 2 projets, parce qu'il y a des gens sur place qui sont victimes de cela. C'est les 2 projets phares pour renforcer la vocation internationale de Paris et son attractivité par rapport à des métropoles rivales. Il n'y en a qu'une qui est rivale de Paris, je vous le sais, vous le savez, c'est Paris. Hein, les autres rivales, c'est Londres. Hein. Puis maintenant, ils disent New York, pas New York, l'autre c'est Chicago, enfin, je sais pas où faire. Ou alors en Allemagne, pour la finance, par exemple, c'est Francfort. Bon, Milan pour les activités de pointe, l'innovation culturelle en ce qui concerne l'Italie, Barcelone pour ce qui est l'Espagne. Et alors pour renforcer, il y a un projet, bien entendu privé. De toute façon, tout ce qui est privé et semi-public, si on peut dire dans les faits, il y a ce qu'on appelle le partenariat public-privé, c'est-à-dire un partenariat entre la bourgeoisie qui est au pouvoir et le public. C'est en général, je vous le répète, sont recrutés parmi les strates supérieures de la petite bourgeoisie intellectuelle, la technocratie qui sort de Sciences Po, qui sort des écoles d'architecture, etc. J'ai un cas d'enseignants, chercheurs, tout ça,
on les retrouve dans les instances de planification. J'en ai fait partie, je suis bien placé pour le savoir. Et alors ce projet numéro 1, au nord de Paris, c'est, sans doute vous avez entendu parler, c'est Europa 3000. Europa 3000. Europa, c'est-à-dire, c'est un projet qui doit intéresser les Européens. Ou les Parisiens, à condition qu'ils aient du pognon. Puisque c'est pour cueillir les gens qui vont arriver par Roissy, pour qu'ils viennent. Alors ce projet, Europa, c'est un projet ludique et touristique, avec végétation artificielle, plans d'eau. Ils voulaient faire une piste de ski aussi, puis là ils ont arrêté. Des hôtels tous 5 étoiles, des magasins d'hyperluxe, projet. Alors derrière, il y a une famille de millionnaires, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'équivalent de Bernard Arnault en Belgique, c'est la famille Muliez. Tous millionnaires, milliardaires. Moi, je suis un peu rétro quand je dis millionnaire, milliardaires, et accoquinés avec des capitalistes chinois d'une firme multinationale, enfin nationale, pardon, c'est un mélange de capitalisme d'État et de capitalisme privé en Chine, bourré de pognon, qui s'appelle la firme Wanda. La firme Wanda, qui est chinoise, elle est spécialisée dans les parcs d'attractions et dans l'équivalent des Center Parks qu'on fait en France. Donc, association entre les deux. Alors, ce projet, comme se trouve dans le triangle de Gonesse, comme on dit, Gonesse étant une municipalité qui se situe entre le Bourget et Roissy, c'est une des terres les plus fertiles, non seulement d'Île-de-France, fertile pour l'agriculture, hein, parce que les autres veulent y faire du blé, hein, mais sans se figurer, vous avez compris. Bon, plus fertile de France, et on arrive des fois à mobiliser quand même à peu près 600-700 personnes, parce qu'il y a des agriculteurs, et vous avez aussi des commerçants du coin, dans les communes du coin, parce que si ce centre se fait, il y a une série de commerces, et notamment il y a des hypermarchés dans le coin. Ils vont à la faillite. Vous en avez un gigantesque là, qui va peut-être aller à la faillite même avant, il s'appelle Aéroville, un hypermarché. Je vais dire, alors, ceux qui sont les victimes, c'est aussi des gens du coin, mais minoritaires, bien entendu. Le maire qui appuie ça est bien entendu du Parti Socialiste, qui n'a de socialiste que le nom. Il s'appelle Jean-Paul Blasy, mais peu importe son nom, ils sont tous interchangeables. Mais là, on arrive à faire, par exemple, de culture sauvage, voyons. On plante, au cours d'une manifestation, on plante des choses, et puis ça pousse, puis jusqu'à ce que, évidemment, sur l'ordre des municipalités, la municipalité, on arrache ce qui a commencé à pousser. Bon, je vous dire que c'est une bataille, je dirais pour l'honneur ou pour la gloire, mais on ne se fait aucune illusion. Si Europa 2000 ne se fait pas, c'est parce que, en réfléchissant bien, il y en a qui vont dire c'est pas rentable, etc. Bon, l'autre grand projet, vous savez qu'on les appelle les grands projets inutiles et imposés. Vous avez entendu parler de ça à propos de l'aéroport des Landes, hein. C'en est un celui-là. Donc on les appelle les GPI2I. Alors là, celui-là, il est au sud, c'est pas loin de chez vous, c'est Saclay. Saclay, c'est ce que les technocrates appellent un cluster. Cluster, c'est un regroupement qui mixte des activités de haute technologie, des centres de recherche et de l'enseignement supérieur, chaque cluster étant spécialisé. Alors, le cluster le plus important, peut-être sur Paris, va être, il y en a d'autres, hein, sur le plateau de Saclay. Comme par hasard, le plateau de Saclay, là encore, vous avez parmi les terres les meilleures agricoles de France. Mais ils en ont rien à foutre. Enfin, et si vous regardez le dispositif, enfin le tracé des, comment dirais-je, le tracé des lignes, c'est effectivement pour créer des carrefours, des nœuds, comme il dit si bien. Alors, il faut utiliser le mot hub. Alors, là aussi, pour impressionner le public moyen, il faut utiliser beaucoup de mots compliqués et d'origine américaine ou anglaise. C'est bien le hub, le cluster. Hein, si vous dites le nœud, on peut faire des mauvais jeux de mots. Alors, donc, le hub de Saclay. Mais il y en a un autre. Par exemple, à Ivry, puisque je parle d'Ivry, ça va être un grand pôle qui va aller vers Vitry. C'est un spécialisé dans la santé. Et la gérontologie en particulier. Ça devrait m'intéresser, moi, entre parenthèses. La santé.
Qui est-ce qui est derrière tout ça? Une des grandes multinationales françaises, championne dans le CAC 40, Sanofi, qui a fait d'ailleurs des médicaments qui, en ce moment, ils ont des procès un peu partout parce que ça vous envoie de patresse comme qui rigole. Enfin, moi, ils ne rigolent pas comme ça. Mais enfin bon. Mais c'est pas pareil. Alors, évidemment, le pôle par excellence, si je peux dire, le pôle d'excellence par excellence, vous l'avez deviné, dans le Grand Paris, c'est la défense. Et alors, quand vous lisez les trucs sur la défense, quand vous écoutez Attali, vous le voyez, et puis les autres, le maire de Nanterre, communiste, entre guillemets, né du PCF, c'est le plus grand centre d'affaires d'Europe. Il faut dire que c'est très bien. Actuellement, combien y a-t-il de salariés à la Défense? 180 000. Combien y en aura-t-il avec le Grand Paris? 320 000. Je sais eux qui disent ça. Pour l'instant, 180 000, c'est vrai. Alors, ils sont en train de, derrière la Grande Arche, de faire, ça s'appelle la zone des terrasses, secteur des terrasses. Il faut aller voir le Arena, si vous avez, par curiosité, la Défense Arena. C'est 3 fois le palais de Bercy, qui est devenu le Omnisport de Bercy, qui est devenu Arena aussi. Hein. C'est bien entendu du privé. Ils font même des matchs de rugby dedans. Il a été inauguré par qui? Les Rolling Stones. Et le Arena, c'est gigantesque. Architecte, toujours des grandes signatures, comme on dit si bien. Parce que l'architecture, ça contribue à l'image de marque. Il faut des architectes célèbres qui se sont rendus célèbres par des édifices célèbres. Là, c'est un des plus célèbres pour la France. Il s'appelle Christian de Portzamparc. C'est lui qui a fait, entre autres, l'Institut du monde arabe. Vous voyez, c'est lui qui a fait à la Villette, hein, tout le complexe musical de la Villette. Il a fait l'ambassade de France à Berlin. Je ne vais pas vous faire les... Bon, ces architectes... Alors, ils vous sortent des discours pareils. Quand Portzamparc parle au grand public, il y a des discours sur la mixité, sur le développement culturel, sur le convivial. Mais quand ils sont entre eux, c'est pas ça du tout. Alors, petite note, ces gens-là, ils ont à peu près mon âge, ou un peu moins. Tous ces gens-là, je les ai connus en 1968, ils étaient tous à l'extrême gauche. Christian de Portzamparc était maoïste. L'Union des jeunesses communistes, marxistes, léninistes. Jean Nouvel, vous avez entendu parler de cet acrobate, qui construit à Dubaï et ailleurs. Pareil, Union des communistes, marxistes et léninistes. Roland Castro, l'un des plus infâmes, qui a bouffé à tous les râteliers, qui voulait faire 25 000 logements autour du parc de la Courneuve. Alors là, il y a eu une levée de boucliers. C'est que des HLM autour. Et là, il y a eu une levée en masse, si on peut dire, sans gilet jaune, mais c'est l'équivalent, pour bloquer le projet. Il y a eu même des menaces physiques contre Roland Castro. Bon, je n'aurais pas pleuré s'il avait été descendu. C'est un salopard intégral. Je vais vous donner des exemples. Et je ne vais pas parler de la vie de Roland Castro. Alors lui, il était dans un groupuscule, encore mieux, ça s'appelait Vive la Révolution. Et il avait une devise, le groupuscule, c'était tout de suite. En fait, c'est à la soupe tout de suite. Il n'en peut plus. Et vous allez voir, dans le 9-3, du côté du Carrefour Pleyel, la tour, on l'appelle la tour Castro déjà. 56 logements. Ultra luxueux. Bon, je vous donne un dernier exemple, 2 derniers exemples, un français et un pas français. Antoine Grimbach. Alors tous ces gens-là ont fait partie de l'atelier de la métropole du Grand Paris, un atelier qui a été mis en place du temps de Sarko, pour conseiller justement les décisions. Mais derrière, ça je vais y venir tout de suite, derrière ces ateliers regroupant des architectes, des ingénieurs, il y a aussi des think tanks, comme on dit, il faut utiliser un mot anglais, des boîtes à idées si vous préférez, qui sont liés aux grands promoteurs, constructeurs immobiliers, Bouygues, FH, Vinci, etc. Alors, pour en venir à pourquoi je parle de lui là, j'étais en train de me perdre avec Roland. Vous avez mentionné un étranger. Ah oui, alors, Roland Castro, alors, alors Roland Castro était donc un gaucho, et je vous citais un autre, Antoine Grimbach, c'est celui-là dont je voulais parler, il était trotskiste lui, Grimbach, il était comme moi, à la JCR, 4e internationale, jeunesse communiste révolutionnaire. Maintenant, il bouffe, il va à la soupe, depuis longtemps, oui. C'est des erreurs de jeunesse, comme ils disent, on était enthousiastes. Et alors le dernier, je vais vous citer, c'est un Italien maoïste, très connu. Je ne mets pas en doute la qualité de ces professionnels, de ces gens-là. Ce que je mets en doute, même pas en doute, c'est que ce sont tous des opportunistes, hein, et qui sont liés à une classe qui a cru faire la révolution en 68, et que c'était pas ça, c'était
comme diront un certain nombre, dont je tais, un certain nombre d'auteurs, une petite bourgeoisie qui voulait avoir une place dans le capitalisme modernisé qu'elle n'avait pas, et c'était seulement valable, ça, cette petite bourgeoisie intellectuelle, dans son irrésistible ascension, c'était valable en Espagne, au Portugal, et en Italie, en France, dans l'Europe du Sud. Dans les pays du Nord scandinaves, ils étaient déjà casés dans tous les appareils syndicaux, politiques, gouvernements, c'était la social-démocratie scandinave. Mais dans les pays du Sud, qu'est-ce qui se passait? On avait en Espagne un régime franquiste. Il n'était pas question que les petits bourgeois modernistes, soit branchouilles, on ne disait pas branchouilles non plus à l'époque, arrivent au pouvoir. En Espagne, dictature de Salazar. En Italie, vous avez une coalition démocratie chrétienne et la mafia qui joue un très grand rôle, notamment dans l'immobilier. Et en France, on avait un régime autoritaire, pyramidal, centralisé, qui était celui du général de Gaulle, appuyé sur une assemblée godillot de députés d'un parti qui s'appelait l'UDR. L'UDR, je crois. Alors, et le dernier, donc Renzo Piano, le voilà, lui était maoïste aussi. Mais Renzo Piano construit aussi dans certains pays pétromonarchies. C'est lui qui a fait Piano et Rogers, encore un autre, mais Rogers n'était pas Mao étant jeune, lui est anglais, c'est lui qui a fait le centre Georges Pompidou, par exemple. Bon, je ne vais pas faire la liste, en tout cas. Alors, ce à quoi je veux arriver, enfin, en passant, parce que c'est extrêmement important, c'est que cette concurrence entre villes, dite libre et non faussée, cette rivalité s'inscrit dans une évolution globale du capitalisme. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dire, c'est pas un scoop, je veux dire aujourd'hui, depuis les années 70 du siècle dernier, le capitalisme a changé, a commencé à changer à ce moment-là. Il est devenu non pas mondial, contrairement à ce qu'on dit, parce que la mondialisation du capitalisme, elle a commencé au milieu du XVe siècle avec les grandes découvertes, ce qu'on appelait les grandes découvertes. La colonisation, entre autres, de l'Amérique du Sud, qui deviendra latine. Et puis après, ça s'est développé avec la colonisation. Le capitalisme, depuis les années 70, ça n'est plus un capitalisme international. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une rivalité entre des capitalismes nationaux, appuyés sur des États nationaux, qui évidemment étaient en rivalité les uns avec les autres, qui pour se partager le monde, et le résultat, ça a donné 2 guerres mondiales, entre autres, la première et la seconde. C'était des capitalismes nationaux. Il y avait ce qu'on appelait une internationale du capitalisme, mais très conflictuelle. À partir des années 70, le capitalisme est devenu transnational. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes firmes capitalistes, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient les consortiums bancaires, qu'il s'agisse du tourisme, qu'il s'agisse de la finance proprement dite, de la construction bien entendu, sont devenus autonomes par rapport à leurs États nationaux respectifs. Bien entendu, dans chaque pays, les États les appuient, mais ils n'appuient pas forcément le capitalisme. Je prends l'exemple, Macron n'appuie pas forcément une firme capitaliste française. Il appuie n'importe quelle firme puissante qui cherche du pognon. Quand on disait jadis, les prolétaires n'ont pas de patrie, malheureusement c'est faux, enfin, n'ont pas de patrie. En revanche, les capitalistes n'ont pas de patrie. Il faut savoir que les millionnaires du CAC 40, les 2 tiers, presque les 3 quarts des millionnaires du CAC 40 français, les indices de la bourse, ils ne sont pas des capitalistes français. Ce sont des capitalistes anglais, des capitalistes de Hong Kong, des capitalistes japonais, des capitalistes du Canada, quelques-uns. Donc, le capitalisme est devenu sans frontières, au sens propre. C'est un capitalisme transnational qui s'est autonomisé par rapport au cadre national, au cadre de l'État-nation. Et le résultat, que quand on est un stratège au service du capitalisme, on envisage un pays, non pas dans son intégralité pour investir, mais dans là où ça rapporte. Comme je disais, là on peut faire du blé. Par exemple, pour un capitalisme américain, un capitaliste anglais, surtout en ce moment, du côté avec l'histoire du Brexit, il y a beaucoup de capitalistes anglais qui sont en train de regarder ailleurs que dans la City de Londres. Ils regardent plutôt du côté de la Défense ou de la place financière de Francfort.
Eh bien, aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est un certain nombre de ce qu'on appelle les métropoles. C'est là où ils vont investir. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas choisir entre la France et la Belgique, ou le Luxembourg. Ou alors s'ils choisissent pour Luxembourg, c'est parce qu'ils ne paieront pas d'impôts. Quasiment pas. Vous savez que le Luxembourg est la ville où on recycle le plus d'argent sale au monde. Hein, ça n'est pas les îles machin chouette là, qui sont sous les tropiques là-bas, Caïmans ou autres. Ouais. Les capitalistes, quand ils investissent, ils disent où est-ce qu'il y a la métropole la plus accueillante. Celle qui dispose... Alors, qui dispose de quoi? Je résume. Dans le langage officiel, quels sont les atouts? Il y a un mot qui revient souvent. J'ai ici, je ne veux pas vous le déviler, j'ai fait un petit dictionnaire, un petit lexique métropolitain, je vous l'ai envoyé. Avec c'est une novlangue, vous savez la novlangue, ce que c'est, pour ceux qui ont lu George Orwell, hein, c'est l'idée d'un régime totalitaire qui, pour enfumer les gens qui sont dominés, crée une langue où les mots signifient le contraire de ce qu'ils désignent actuellement. Du genre la guerre c'est la paix, etc. Donc, chez nous on dira, je ne sais pas quoi, quand les États-Unis interviennent, le droit d'ingérence c'est pour sauver des... Alors c'est un autre nom, hein, c'est toujours des noms, c'est des noms qui masquent la réalité. Alors, dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement, les 5 facteurs pris en compte par les multinationales, quel que soit leur domaine, hein, y compris les multinationales de l'armement. Mais nous, on est bien placés. Hein. On a une firme qui est une des premières firmes mondiales en matière d'armement. C'est Thales. Mais Thales, il s'occupe d'autre chose, hein, pas seulement de l'armement. C'est, premièrement, ça doit être une... Qu'est-ce que c'est qu'une métropole pour eux? C'est un endroit. Là, c'est clair, hein. Vous avez les transnationales, les firmes transnationales, elles vont chercher des points d'appui et des points d'ancrage sur la planète pour prospérer. Prospérer où? Sur des points particuliers de cette planète qui sont que certains appellent des villes mondiales ou des villes globales, ou des villes ou des métropoles, parce qu'on ne peut pas dire que Montpellier soit une ville globale. L'ancien maire de Montpellier, c'était Gratiné, il avait la folie des grandeurs, il s'appelait Georges Frêche. Moi j'ai travaillé un certain nombre d'années à la Maison de la géographie de Montpellier, CNRS. Inutile de vous dire qu'on était à la solde, de fait. On avait 14 ministères qui nous finançaient, c'est beaucoup. On était à la solde des autorités régionales et des autorités municipales. Hein, c'était des études qui étaient faites. Bon, ça, on pourrait en parler et discuter sur l'inféodation croissante du monde de la recherche au, comment dirais-je, au capitalisme. Hein. Il y en a beaucoup. Inventer le Grand Paris, vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a toute une série d'universités qui sont dans le coup. Et les architectes, urbanistes et chercheurs sont tous au service des grandes firmes à travers les organismes d'État qui les contrôlent. Bon. Alors Montpellier, c'était le comble. Le maire, il dit, alors il faisait des travaux gigantesques, c'est vrai, il a vraiment remanié sa ville, il disait, je serai le Laurent de Médicis du XXe siècle. Texto. Un socialiste, maoïste dans sa jeunesse, il aussi, il était dans le temps. Quand il était à Toulouse, Bon. Et alors le plus beau encore, alors c'était Montpellier Technopole, ça s'appelait comme ça, parce que c'était à la mode à cette époque, c'était les technopoles. Technopole PO. PO, accent circonflexe, c'est un technopole. C'est justement les clusters, là, les pôles de recherche, innovation, etc. Montpellier Technopole, avec des grandes affiches. Montpellier, capitale de l'Europe au sud. Vous vous rendez compte? Et alors moi, j'avais détourné, je travaillais à la maison de géographie, et avec 2 copines, on avait foutu une banderole, Montpellier, capitale de l'Hérault au sud. Oh la vache! Alors, bon, on était convoqués, évidemment. Mais, étant fonctionnaire, ils ne pouvaient pas nous virer, hein. Ils peuvent nous mettre au placard, c'est quand même l'avantage d'être fonctionnaire, c'est que tant qu'on n'est pas un vacataire à l'université, il faut fermer sa gueule, sinon c'est suicidaire, on se retrouve au chômage. Mais quand on est fonctionnaire, le pire qui puisse arriver, c'est un blocage de carrière. Moi je m'en foutais, je faisais pas carrière, donc bon. Et d'autre part, les mises au placard. Mais ça c'est bien, j'ai pu faire ce que je voulais. J'étais payé par le CNRS, j'ai pu passer une thèse, et j'ai pu faire 2 ou 3 bouquins. Mais j'étais au placard, c'est bien. J'étais payé, non pas à ne rien faire, mais à faire ce qui me plaisait. Bon. Et il y a un coup, là, ils ont un ouvrage collectif, ça s'appelait Montpellier Europole, et alors le directeur, un géographe, un ancien du Parti communiste, il a viré à droite, comme la plupart, et alors il me dit, un géographe, je ne donne pas son nom, il n'est pas encore mort.
Et Loire 82. Le gars, il me convoque dans son bureau, il dit donc, il faudrait qu'on fasse une partie quand même pour de branding. Branding, vous savez, c'est des mots anglais. Valoriser une marque, la marque Montpellier, à partir aussi de la culture. Parce qu'ils organisaient des festivals à Montpellier, de cinéma, de musique, Montpellier, danse, etc. Il fait des opéras et tout. Il dit, toi, tu es un gros consommateur de culture, tu es un cinéphile, etc. Tu peux pas faire la partie culturelle. Or, j'ai fait une partie culturelle, c'est la seule fois dans ma vie, non, la deuxième fois dans ma vie, où j'ai fait un truc vraiment bien écrit, puisqu'il fallait vendre ça aux journalistes et aux politiciens. Le bouquin était fait pour ça. Je ne sais plus comment j'avais intitulé, mais le chapitre était bien. Hein. Mais alors, c'était formidable. Hein. C'était la culture marchait dessus, elle est partout. Et moi, j'étais un consommateur, j'allais consommer. Donc, c'est pour vous dire. Alors, pour venir pourquoi j'ai parlé de Montpellier et Bordempart, alors oui, les 3 ou les 5 points qui doivent satisfaire les desiderata des multinationales quand elles cherchent une métropole où s'installer, d'une manière ou d'une installer, pas forcément le siège social, mais disons les sous-sièges hein, régionaux, etc., ou des laboratoires, etc. 4, il faut que ce soit, alors vous allez voir, une ville où il y ait une concentration, parce que la concentration du capital, le capital est beaucoup plus concentré aujourd'hui qu'il l'était au 19e siècle. Hein. C'est monstrueux, une firme multinationale, il faut voir. Hein. Le nombre de salariés que ça contrôle directement ou vous savez, en délégation, là, en filiale. Premier critère, activité de haute technologie. La ville doit être un grand pôle de technologie. Deuxièmement, salariés à haute qualification. Troisièmement, habitants à haut revenu. Quatrièmement, équipement haut de gamme. Et cerise sur le gâteau, c'est une cerise verte, vous allez voir, pas rouge. HQE, haute qualité environnementale. Donc, quand une métropole réunit ces qualités-là, en rivalité avec les autres, là, à ce moment-là, les stratèges qui conseillent les décideurs, qui sont les PDG, qui sont leurs adjoints immédiats, etc., disent « Ah, nous préférons, par exemple, Strasbourg à Lille », sont sur le même truc. Hein. Martine Aubry, son discours, et le maire actuel, je ne sais plus qui c'est, Roland Ris, je crois, je ne sais plus. Il y avait la maire Trottmann avant, mais elle est maintenant sous-directrice, si je peux dire, directrice adjointe, présidente adjointe de la communauté du territoire de métropole strasbourgeoise. Alors là, ils vont dire, ouais, la Belgique c'est bien, c'est marché. Alors, on est près de Bruxelles, des décideurs, des 40 000 fonctionnaires, mais enfin, ceux qui sont importants, ils sont peut-être 2 ou 3 000. À Bruxelles, c'est pas loin de l'Angleterre. Bon peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas un facteur favorable. Puis les autres, ils disent, oui, mais on est près de l'Allemagne, c'est le plus puissant. Puis il y a Francfort qui est pas loin. Et pour la finance. Et puis pour les nouvelles technologies, il y a tout de même Munich. Enfin, je vais pas vous faire tous les trucs. Et bon, et ils choisissent en fonction de cela. C'est ça le... Alors, ce qui est amusant, alors je parlais des universitaires, c'est que maintenant, ces grandes firmes ont pas des bureaux d'études, je disais tout à l'heure, des boîtes à idées, des think tanks, qui sont composés de chercheurs, d'économistes, géographes, ingénieurs, qui les conseillent sur les stratégies territoriales à adopter. Par exemple, vous avez l'une des grandes firmes, la plus connue, une des plus connues, c'est Vinci. Ils ont une boîte qui s'appelle Phosphore. Et Phosphore, dedans, comme son nom l'indique, c'est phosphorer. Alors vous retrouvez là-dedans un gros paquet de gens. Je ne voudrais pas trop me tromper parce que après on dira Garni raconte des conneries. Et donc je voudrais avoir si je l'ai là, j'avais gardé la bande là. Enfin, je les ai presque en mémoire. Phosphore, on retrouve des élus locaux connus. Alain Juppé, ancien ministre, maire de Bordeaux. Catherine Trottmann, elle est là. Un astrophysicien, on se demande ce qu'il fout là.
Hubert Reeves, à moitié gâté, Antoine Soigny, enfin peu importe. Mais c'est bien. Vous en avez d'autres comme ça, je voudrais... vous avez un des sociologues les plus vendus, celui-là je peux dire son nom, parce que je parlais de Castro tout à l'heure, comme l'un des plus pourris, sinon le plus pourri. Il y en a un, parmi les sociologues, qui est parmi les plus pourris. Il dirige une collection connue, les éditions de l'Aube. Il était bien entendu gauchiste en 68. Après, il est devenu membre du Parti Socialiste. Et puis, il y a 2 ans, il a pris en marche, si je peux dire, LR. Il a pris en marche les macronistes. Il est conseiller d'orientation pour le projet dont j'ai parlé, Europa 3000. Et ce type s'appelle Jean Viard. Ce type n'a aucun scrupule. Il est bourré de pognon. Lui, il fait partie des... Il n'est pas dans le CAC 40 parce qu'il n'est pas chef d'entreprise. Mais on le retrouve partout. Et alors, quand vous lisez les trucs des éditions de l'Aube, je vais vous dire, c'est les bréviaires pour les investisseurs. J'ai 2 casquettes. Non, attendez. J'ai une casquette unique sur le plan politique. Mais j'ai eu plusieurs casquettes. Tout à l'heure, Madame a évoqué mes différentes... au service de la technocratie aménageuse, en France puis à Cuba. Ensuite, enseignant dans différentes facs. Et enfin, chercheur au CNES. Donc, ok. Bon, mais j'ai d'autres casquettes qui, en fait, surdéterminent ma vie professionnelle, là, largement surdéterminée, c'est mon engagement politique. Hein. J'ai été, tour à tour, je dirais, anarchiste, trotskiste, maintenant je suis anarcho-marxien, pas marxiste. Hein. Ça, c'est l'idéologie du capitalisme d'État. Marxien. Fidèle à la pensée de Marx, pas aux bureaucrates, aux idéologues qui sont au service de la nouvelle bourgeoisie, la bourgeoisie d'État. Bon, tout ça pour vous dire pourquoi je le dis, parce que ces 2 bouquins n'ont rien à voir, a priori, avec l'urbanisme et l'aménagement. Mais j'ai écrit pas mal de bouquins qui ne sont pas là. Et puis, des articles et tout ça, qui résument, si on peut dire, exposent ma vision du monde par rapport à ce qu'est la gauche, par rapport à ce qu'elle n'est pas, et par rapport à ce qu'elle devrait être. Alors, le premier bouquin, je cours, comme vous voyez le titre, vous avez vu, Marx, il est content, là, il danse. Alors, le grand guignol de la gauche radicale, j'englobe là-dedans, depuis les citoyennistes, il faut voter, comme dirait Ruffin, mon ennemi, c'est pas la finance, c'est les abstentionnistes. On va me le faire. Je vous signale tout de suite, pour bien vous mettre à l'aise, que je n'ai voté qu'une seule fois dans ma vie. C'était contre la Constitution de la Ve République avec un référendum. Et le référendum, il était truqué. Parce qu'il fallait répondre à 2 questions à la fois. Il fallait dire oui, 2 questions. C'était la paix en Algérie, les accords d'Évian, fin de la guerre d'Algérie. Et l'autre, c'était approuver la Constitution. Et à l'époque, il y avait un parti, il s'appelait le Parti Socialiste Unifié, qui avait distribué un bulletin où il y avait oui à la paix, non au pouvoir personnel. Or, j'avais utilisé ce bulletin. Après, je n'ai plus jamais voté de ma vie et je n'ai pas de carte électorale. Bon, alors, je dis ça. Alors là-dedans, la gauche radicale, c'est la gauche qui se prétend à gauche de la pseudo-gauche PS et compagnie, qu'on appelait social-libérale. Elle était de moins en moins sociale, de plus en plus libérale, mais elle faisait à sa manière une révolution que l'on va qualifier en France, à partir de la fin du siècle dernier, puis ça s'est intensifié, révolution sociétale. La révolution sociétale, c'est une révolution culturelle. C'est en faveur des minorités, de toutes sortes, racisées, les histoires du genre, contre les discriminations. Bon, on met la classe ouvrière, on met l'exploitation de côté, et on s'occupe de... C'est Ségolène Royal, par exemple, encore qu'elle était... Quand il disait pour l'ordre juste, vous vous rappelez, je suis pour l'ordre juste. Tout ce qui était répression, exploitation, non, on n'en parle pas, mais les innovations, j'ose pas utiliser un mot, parce qu'il y a un livre qui est sorti récemment, par certains de mes collègues, que je connais fort bien, qui s'appelle, ils sont mis à 4 pour pondre ça, s'appelle « Les bobos n'existent pas ». Pondu par 4 d'entre eux, d'ailleurs. Ouais, non, sans blague. Et alors, je vous dis, alors, il faut le lire. En plus, je les connais bien. Rien que leur habitat, c'est bobo pur jus. Alors, je ne vais pas vous faire une sociologie du bobo,
mode de vie, conversation. Moi, j'habite dans un quartier, le 13e arrondissement, et dans un secteur qui est en voie de boboisation. Au bout, c'est boboisé complet, c'est la butte aux cailles. La butte aux cailles, pour les gens qui ont étudié la commune, c'est un des derniers lieux, pas le dernier, de résistance de la commune de Paris. La butte aux cailles, c'est Boboland. Alors, on le voit, il suffit de voir ce que l'on consomme, les gens qui y vont, de quoi ils parlent, comment ils sont habillés, quels sont leurs horaires. C'est pur jus. Moi, je suis presque à côté. Pour aller au Boboland, j'ai 3 minutes à pied. Puis déjà, ma rue, moi, elle est pas mal. Architecte, décorateur, mais... Bon, juste à côté de la place d'Italie. Alors, entre nous soit dit, voilà, je vais revenir parce que je suis un peu long. Alors, ces bouquins, il y a la gauche sociale libérale. Ceux qui sont... Alors, moi, je les attaque pas là-dedans, parce que j'ai écrit pas mal de bouquins contre eux, notamment le socialisme à visage urbain, c'est des jeux de mots, vous avez deviné, hein. Essai sur la locale démocratie, jeu de mots aussi, hein, c'est en dessous. Ceux-là, je les ai toujours attaqués. J'estime qu'aujourd'hui, à l'époque où tout le monde croyait, en 1980 ou 70, qu'on allait passer au socialisme, il fallait voir les gens de ma génération et de ma classe sociale. Hein, on a gagné à la Bastille, le 10 mai 80, on a gagné, ça y était, on partit au socialisme. Moi, je savais ce qu'il y avait derrière, qui ils étaient, d'où ils venaient. Cette fripouille de Mitterrand, qui a été décorée de l'ordre de la Francis, que vous voyez, qui a changé de veste je ne sais pas combien de fois, qui est un petit pourri, puis il fallait voir ce qu'il y avait autour. Bon, je savais qu'ils allaient faire de la politique de la droite, ce qu'ils ont fait après l'arrivée de Fagus au pouvoir avec le tournant de la rigueur en 1983. C'est pas cela que j'attaque, parce que cela j'en ai fait plus. Des articles, des machins, des émissions. Bon, et puis maintenant, les gens ont fini par découvrir que c'était du socialisme en peau de lapin. Bien. Mais il y a à gauche de ça, vous avez ceux que j'appelle les citoyennistes. Ce sont les gens qui sont contre le néolibéralisme, attention, mais pas contre le capitalisme. Il faut faire une différence. C'est-à-dire, ils reprochent au capitalisme à la fois, je dirais, l'irrationalité de son fonctionnement, toujours en crise, et l'immoralité de ses excès. Ils sont pour un capitalisme, comme ils disent, un autre monde possible. C'était le slogan à un moment, dans la fin des années 90. Nous sommes pour un autre monde possible, mais quand on lisait la Bible, que je le lis moi depuis longtemps, hein, depuis 1900, très fidèlement, depuis 1971, la Bible de ces gens-là, qui sont contre le néolibéralisme, c'est-à-dire la version néolibérale du capitalisme, comme on dit, le capitalisme sauvage, qui est devenu sauvage, pas contrôlé par l'État, puisque c'est un État maintenant vraiment de droit qui le soutient. La Bible, c'est le monde diplomatique, que je lis régulièrement. De toute façon, à mon avis, c'est le seul journal lisible dans ce pays en français. Simple. Il y a toujours de très bons articles. Mais il y en a un tiers, vraiment, là ça commence à déconner sec. Ils pleurent parce que le capitalisme, ils gueulent contre le néolibéralisme, pas le capitalisme. Alors, vous allez me dire quelle différence il y a. Ben, c'est simple. Ils sont pour un monde autrement capitaliste, pour une autre forme de capitalisme, mais pas pour un monde autre que capitaliste. Il y a des mots qu'ils n'aiment pas beaucoup. Bourgeoisie, pas très bon. Ils préfèrent oligarchie. Ça, c'est utilisé par le tandem Pinson-Charlot. Des gens très estimables, par ailleurs. Mais ils aimeraient un capitalisme, comment dirais-je, apprivoisé, comme dirait Emmanuel Todd. Moi, je suis du centre-gauche, il dit. Emmanuel Todd dit « Je suis pour un capitalisme apprivoisé. » Par qui? Par l'État. Un capitalisme amendé. Un capitalisme civilisé. Et pas contre le capitalisme. C'est dangereux, ça nous mène au totalitarisme, etc. Ça, c'est une... Alors, vous avez François Ruffin, toute la bande de fakirs, dont j'ai fait partie. Alors, tous ces gens-là, c'est des chroniques que j'essaie de traiter de manière burlesque des idées, des individus, des comportements, des attitudes que je considère comme grotesques. Traiter le grotesque par le burlesque. C'est pour ça qu'en sous-titre, il y a écrit marxisme-burlonisme. Il n'y a que les gens qui parlent espagnol qui peuvent comprendre ce que ça veut dire. Hein, c'est un jeu de mots. Burlonisme, ça vient de l'espagnol burlante qui veut dire bouffon, grotesque, etc. C'est de l'espagnol. Bon, de toute façon, au début, j'explique ce que c'est. Bon, et le deuxième bouquin, c'est plutôt là, au nom de quoi je critique tout ce monde-là. Ah oui, alors je critique aussi ceux que j'appelle les anarchoïdes. Alors, ça vient du grec oidos,
qui, vous savez, négroïde qui a l'air d'un nègre, qui n'est pas un nègre, ovoïde qui a l'air d'un œuf, qui n'est pas un œuf. C'est qui a l'air de, qui ressemble à oïdos, mais qui n'est pas. Les anarchoïdes, ce sont des gens qui se disent anarchistes, mais dans leur pratique, les solutions qu'ils préconisent, c'est tempête dans un verre d'eau. Malgré tout l'estime que je peux avoir pour, par exemple, un potager autogéré, on est en train de lutter contre le capitalisme. C'est pas vrai, ils sont tolérés. Vous allez qu'à voir à Paris, Hidalgo finance des potagers autogérés. Il y a alors maintenant, l'agriculture urbaine, vous regardez même ça, ils parlent de l'agriculture urbaine ici. C'est des gens qui font la révolution en vase clos, ils restent entre eux, ils sont déconnectés comment dirais-je, des couches populaires. Ce sont en général des gens de la petite bourgeoisie intellectuelle, mais dont la majorité sont des strates inférieures, voire déclassées, précaires, vous voyez, pas de boulot. Alors on les retrouve dans les squats, par exemple. Quand je parlais du Boboland, il y a par exemple, Montreuil, il y a 15 ans, il y a eu un début de colonisation dans ce qu'on appelle le Bas Montreuil, c'était ces populations-là qui arrivaient, pour squatter, faire une cuisine différente, vegan ou autre. Là aussi, c'est le sociétal, vous voyez. Là, bon, il y en a, on peut faire une cartographie en région parisienne. Vous avez dans le 9-3, bon, je ne vais pas insister, tous les lieux, comme il dit, c'est des lieux, on dit des spots. Quand on est bobo, on dit des spots, on ne dit pas des lieux. Ça fait mieux. Un endroit en français. Bon, alors là, c'est tous ces gens qui disent, on ne lutte pas contre le capitalisme, il ne faut pas l'affronter. Oui, ça serait dangereux, puis on ne fait pas le poids. Ce qui se passe en ce moment, on voit que jamais une classe dirigeante ne cédera le pouvoir pacifiquement, il faut bien le savoir, ça se saurait. Il faut le contourner. Leur grande idée, on contourne. Et le Grand Paris, je ne veux pas anticiper, il faut le contourner. Tout ce qui se prouve, il faut le contourner. Il faut le contourner en aménagement des lieux, en occupant un certain nombre de hangars désaffectés, en faisant des jardins écolo, je ne sais plus quoi, bio, etc. On contourne, on n'affronte pas. Bon, alors, de deux choses une. Ou vous faites des critiques maintenant, ou alors en buvant un verre de manière informelle. C'est comme... Moi, ça m'est égal. Quand je dis critique, j'hésite pas, moi. Des questions, c'est pour... En général, c'est des choses qu'on n'a pas compris. Des questions, je dis bien. Ou qui doivent être explicitées, avec des exemples concrets, par exemple, ou une meilleure formulation. Ou bien, si c'est des critiques, c'est qu'on peut ne pas être d'accord sur le fond. Et trouver que le Grand Paris, dans son principe, c'est formidable. Et que si on peut critiquer, c'est parce qu'il y a des insuffisances sur tel ou tel point. Et moi, j'admets parfaitement, mes positions sont affichées, ne sont pas clandestines, et donc la casquette virtuelle dont je parlais tout à l'heure, rouge et noir, vous voyez, rouge de la Révolution, noir de l'anarchie, pour résumer. Je l'ai depuis ma naissance quasiment, mon père était anard. Mais ça ne veut rien dire, ma frangine était normale. Et vu l'âge que j'ai, vous voyez, je pense pas que je vais changer. Alors, les questions. Peut-être un mot sur Lyon, parce que tu t'es arrêté à Marseille. Lyon Dans les villes. Ah oui, Lyon. Ah ben Lyon, c'est... D'abord, vous avez un individu qui est un pur produit de la Chambre de commerce. C'est l'ex-ministre de l'Intérieur. Vous le connaissez, oui, de nom. Moi. Cet individu, le chouchou de la Chambre de commerce, idéologie ultra sécuritaire, il fout des caméras partout, lui, pour pacifier la ville, et est à la solde, on peut dire, comme les autres, des grands groupes immobiliers, notamment au travers alors les grands architectes, Renzo Piano et d'autres. Mais alors, il y a une opération qui est peut-être l'une des plus importantes en France, c'est Confluence. Comme son nom l'indique, Confluence de la Saône, une ancienne zone ferroviaire, de garage, d'entrepôt, d'usine, et maintenant, c'est un Boboland de luxe, avec des grands équipements, il y a l'hôtel régional, philharmonique, il y a des guinguettes au bord, il faut payer cher, je peux vous dire, le café, c'est pas le café du coin, là. Lui, il est... Lyon est la deuxième métropole française par la population, et alors il rivalise beaucoup, Lyon, moins avec Paris qu'avec des villes suisses. Il n'aime pas beaucoup Genève, et il n'aime pas beaucoup Lausanne. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des laboratoires, centres de recherche qui vont plutôt là-bas
Et en plus, côté fraude fiscale, c'est plus facile à en suivre, vous le savez comme moi. Pourtant, en France, avec l'arrivée de Macron, c'est devenu un peu du gâteau, la fraude fiscale. Oui, j'ai oublié Lyon, mais bon. C'est pour compléter ton tour de Ouais, France. mais t'as raison. Vous avez expliqué, si j'ai bien compris, Ouais. qu'à l'époque, vous avez participé à une espèce de démarche de consultation urbaine ou dans des bureaux. J'étais employé à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. D'accord, ok. Ma question est si... Plan directeur de la Havane aussi, oui. Ah? Au plan directeur de la Havane. Ok, donc comment... vous disiez que vous avez juste une casquette politique, non? Et vos idées sont, on va dire, très critiques. Donc, comment vous avez géré ça à niveau éthique Et psychologique. aussi? Oui. Bon, ma situation, comme toute celle des néo-petits bourgeois, la petite bourgeoisie intellectuelle, on est à la fois dominant et dominé. Ouais, dominant par rapport aux classes populaires, soit dans la conception, dans l'organisation, dans le contrôle, dans l'inculcation idéologique. Ça, on est dominant. Puis on est dominé parce qu'on est à la solde, qu'on le veuille ou non, au service d'un, privé ou public, de la classe dirigeante. C'est pour ça que Pierre Bourdieu définissait le néo-petit bourgeois comme agent dominé de la domination. Très bonne définition, à mon avis, que j'utilise souvent. Alors, pour répondre à votre question, qui est très judicieuse, comment se fait-il que j'étais à l'époque, ça venait de se créer, on était en train, rien vous cacher, j'étais avec d'autres trotskistes en train de faire de l'entrisme dans la jeunesse communiste, Parti communiste français, stalinienne, pour créer une nouvelle organisation trotskiste, pour débaucher des étudiants et les mettre sur la voie du trotskisme, 4e international. Ça, c'était le week-end. Et dans la semaine, j'étais en train, au départ, on m'avait recruté. Le premier recrutement, vous allez rigoler, c'était d'écrire, de rédiger un énorme ouvrage qui accompagnait le schéma directeur de la région parisienne pour vendre le schéma directeur, le SDO, on disait, de la région parisienne, pour le vendre aux politiques et aux journalistes. Il fallait rédiger avec des phrases ronflantes du genre « Grâce au schéma directeur, l'agglomération parisienne se convertira en cité ». Avec un grand C, la cité grecque, tout comme ça. Vous allez me dire comment se fait-il qu'on m'ait recruté? On m'a recruté alors que j'ignorais totalement l'urbanisme et l'aménagement. Je sortais de Sciences Po. À cette époque, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait aucune matière à Sciences Po concernant l'urbanisme et l'aménagement. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y a même des filières. À l'époque, rue Saint-Guillaume, il n'y avait que dalle. Vous allez me dire comment j'atterris là. Mais là, ça devient personnel. Ça devient personnel pour la raison suivante. C'est qu'à Sciences Po, j'avais connu un prof de droite, normalien, qui s'appelait Louis Chevalier, historien, et qui avait écrit un bouquin très célèbre qui s'appelait Classe laborieuse, classe dangereuse, très intelligente, très cultivée. Et à Sciences Po, il y a une méthode d'enseignement qui s'appelle les conférences de méthode. On est réunis 2 fois par semaine, groupe de 20 à 25, un coup avec des économistes et des financiers, de l'autre côté avec culture générale. J'étais tombé pour culture générale sur ce prof, qui par ailleurs, il y avait un cours obligatoire en première année de Sciences Po, histoire du XXe siècle. Bon, et ce mec, par ailleurs, était professeur au Collège de France, et en plus sortait de l'école normale supérieure. Et à l'école normale supérieure, il était d'origine humble, comme on dit, c'est pas un sans-dents, enfin assez humble, et il était pensionnaire, rue d'Ulm. Et son coéquipier de pension, dans la même chambre, il s'appelait Georges Pompidou. Ils sont devenus amis. Résultat, le carnet d'adresse de Chevalier, outre ses titres universitaires et ses titres professionnels, c'est qu'il avait tout le réseau pompidolien. Alors moi, Chevalier, je suis devenu ami avec elle parce que dans la conférence de méthode, c'est ça qu'on voit, le type est fin. J'étais son opposant de service et ça lui plaisait. Ça lui plaisait. Dès qu'il disait un truc, je disais le contraire, je levais la main. Il adorait ça. C'est marrant, hein? D'ailleurs, quand je suis passé à la fin de première année, le cours d'histoire du XXe siècle, il m'a dit, Garnier, il me dit, voyons, je ne sais pas quelle question je vais vous poser, mais je crois que de toute façon, il était parfaitement partial. Hein. La réponse méritera 20 sur 20. Vous vous rendez compte? Le gars qui est passé après.
Chevalier lui demande, que faire? On lui dit que faire, vous repasserez, Lénine, 1903. Voyez, ça c'était Chevalier. Il avait je vous dirai pas, parce que là, si je commence, on va se voir dans un cabaret. Hein. C'est là, s'il veut raconter ça. Bon, toujours dit, quand je suis sorti de Sciences Po, il faut savoir une chose, nous étions durant les soi-disant 30 glorieuses. Quelqu'un qui sortait avec le bac, même avec le brevet, et à plus forte raison avec un diplôme de sciences politiques ou un autre diplôme post-bac, la question qu'il se posait, c'est pas est-ce qu'on va trouver du boulot, c'était qu'est-ce qu'on va choisir. Et là était la question que je me posais. Je sors de Sciences Po, je n'avais aucune idée, je savais ce que je voulais pas faire. Il y a des matières qui ne me plaisaient pas, la finance, tout ça. J'ai eu Raymond Barre comme prof, vous vous rendez compte. Néolibéral, bon, assez sympathique d'ailleurs, par ailleurs. Il aimait bien bouffer, bon, alors, il était marrant de Barre. Mais je voulais, bon. Et alors, je dis à Chevalier, j'ai dit, oh écoutez, si vous voulez un travail tranquille, qui ne demande pas beaucoup de concentration, vous serez avec des jeunes, vous serez assez bien payé. Moi, j'y connais rien personnellement, mais on m'a dit que c'était bien. Et puis, mes amis politiques ont dit que c'était bien. C'est l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. J'ai dit, monsieur le professeur, urbanisme, aménagement, zéro, je ne connais pas. Il dit, vous en faites pas. Pour être urbaniste, aménageur, il n'y a pas besoin d'être un génie. C'est un apprentissage automatique. Il faut être surtout obéissant. Hein? Le vocabulaire, on vous le met à votre disposition, vous n'avez pas besoin d'inventer des mots. Enfin, mais je lui dis à quoi je vais servir. Il dit, vous écrivez très bien. Et pour vendre le schéma directeur, je vais m'adresser à Paul Delouvrier, qui était le haut fonctionnaire directement sous les ordres du général de Gaulle, et puis un autre prof, je ne sais plus qui c'est, un bon technocrate, et vous allez écrire, rédiger le schéma directeur de présentation. Et quand je suis arrivé, j'avais une pile de plans d'un côté, une pile de textes écrits par les urbanistes, architectes, ingénieurs. C'est vrai qu'ils écrivent comme des cochons, il faut bien le dire. C'est pas séduisant quand on lit ça. Moi, comme disait Chevalier, il faut séduire, c'est comme avec les femmes. Hein. Ce Chevalier, il était un peu refoulé, très obsédé par ça. Je ne vais pas vous parler de Chevalier sur cet angle-là. Et toujours est-il que j'ai rédigé, justement, ça a été corrigé après par les différents, mais moi j'avais des formules, machin ronflant. Et après, ça a tellement bien marché qu'on m'a envoyé au conseil d'administration du district, censé représenter les élus. C'était totalement, il y avait 28 membres, un PC, un PS, et tout le reste, c'était à droite. Et là, il m'a détaché auprès d'un autre de ses anciens élèves, Chevalier, il s'appelait Roland Neugesser, maire de Neuilly-sur-Marne, président du Tennis Club de France, président du Yachting Club de France. Et Neugesser m'a dit, écoutez, moi, au prochain remaniement, je veux être ministre. Parce que vous savez, je tels appuis, parle comme ça, lui. Mais Chevalier l'avait mis au courant. Mais j'avais pas mis au Chevalier, j'avais dit que j'étais très gaucho, mais je n'avais pas dit JCR, tout ça. De toute façon, il ne savait pas ce que c'était. Mais le Neugesser, ce n'est pas du tout mon engagement politique. Hein. Il me dit, je veux être ministre, et ce qu'il faut, c'est ennuyer Delouvrier, le responsable du schéma directeur, le délégué régional au district. Ça s'appelait le district de la région parisienne à l'époque, pas la métropole. Il dit, il faut le gêner. Donc, vous faites un rapport, mais critique. Alors, j'ai fait la chose suivante. J'ai utilisé aucun terme marxiste. Mais j'ai mis en opposition les objectifs proclamés et l'inscription sur le terrain de ces objectifs, en montrant qu'il y avait une contradiction. Du genre, l'aéroport de Roissy, ça s'appelait comme ça à l'époque, pas Charles de Gaulle, il est encore vivant. L'aéroport de Roissy va bloquer l'expansion urbaine au nord, c'est le contraire, ça. Avec tous les emplois qui sont créés, ça. Il n'y avait que des trucs. Les villes nouvelles. Je critiquais les villes nouvelles. J'avais dit, ça sera plutôt des banlieues organisées. Les villes, bon. Après, on a vu ce que ça donnait, qu'on était Ivry. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont dans une ville. Bon, Ivry, hein. Ils ont pour une cathédrale maintenant, grâce à l'architecte Botta. Bon, alors j'ai fait des critiques pour montrer la contradiction qu'il y avait entre les objectifs et alors, ça, Delouvrier était furieux. Qu'est-ce qui s'est passé au remaniement suivant? Ah, je me suis fait engueuler, hein. Coup de téléphone, convoqué. Vous sabotez le schéma directeur, vous en écoutez pas Neugesser, il veut, etc.
Parce que je sais que s'en foutait du schéma directeur. Je faisais des fiches quelquefois, une demi-heure avant, des fiches, pour ses arguments. Puis il arrivait comme ça, il y avait une grande table avec tous les élus, il mettait sa fiche comme ça. Il dit, je me suis longtemps penché. Il fallait voir le mec, Il était gonflé, ce Nagesser. Et alors il me dit, bon, le remaniement approche. Il me convoque, Nagesser, il me dit, écoutez, vous avez été très efficace. Si je deviens ministre, mais je pense que je ne deviendrai pas ministre. Ah oui, il dit, Delouvrier ne peut pas se débarrasser de moi. Ça sera propulsé par en haut. Je ne peux pas tomber. Ça sera par en haut. Je ne vais pas être ministre, mais je vais être secrétaire d'État. Je vais être. Mais il dit, je ne sais pas si ça sera à la culture, au tourisme ou au logement. Alors je lui dis, Monsieur le Président, on l'appelait Monsieur le Président, il était président de je ne sais pas combien de trucs, où le tennis et tout le bordel, plus rapporteur. Je lui dis, vous, qu'est-ce que vous choisiriez? Qu'est-ce que vous préfériez? Il me dit, moi, c'est la culture, parce que là, on rencontre des jolies femmes. Et je lui dis, après, c'est quoi? Il me dit, après, c'est le tourisme, parce qu'on voyage. Et je lui dis, le logement, ça ne vous tente pas? Pourtant, il y a une question du logement en France. Une casquette prudente. Oh, du logement, c'est ennuyeux. Puis on rencontre des gens, ils disent, ils ne sont jamais contents. En ce qui concerne les résidents. Et puis les autres qui sont à la tête des municipalités, ils cherchent à être réélus. Et ils veulent faire plaisir, ce qu'ils pensaient aux élus communistes, lui. Et finalement, il était au logement. Alors il me convoque Quai de Passy, c'est là où se trouvait à l'époque. Et il me dit, voilà, vous rentrez dans est-ce que ça vous plairait de rentrer dans mon cabinet? Alors, j'avoue qu'une intention d'entrer, parce que c'est un poste politique. Moi, j'étais salarié de l'IAURP. J'aurais pu être détaché. J'avais pas envie d'être dans un cabinet de droite, là. Dans un ministère de droite. On était à l'époque de, voyons, je ne veux pas dire, je vais dire 66. C'était vraiment un peu avant 65. Je lui dis, non, vous savez, je vous donne, vous avouerez franchement, je suis quand même politiquement un peu à gauche. Je ne pas que j'étais à la 4e. Il me dit, mais à votre âge, c'est pas grave. On est de gauche, voire communiste à 20 ans, et à 40 ans on passe à droite, n'attendez pas si longtemps. Le mec était totalement cynique, non, j'essaie. C'était un ancien élève de Chevalier aussi. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré. Alors comment j'ai pu gérer ça à l'URP? Mais c'est ça, voilà. Et après j'ai commencé à travailler toujours à l'URP. C'était bien. Cravate costard la semaine, pour me présenter dans les bassins officiels, et un blouson de cuir en train de coller des affiches contre le gouvernement la nuit, quoi. Bon, ça allait, il fallait compter. En plus, je m'étais marié, il fallait bien assurer aussi. Et, mais effectivement, j'ai résolu la contradiction. J'ai dit, comment continuer dans l'urbanisme et l'aménagement tout en étant de gauche? Et à l'époque, j'étais dans une organisation naissante qui s'appelait la JCR, qui était castriste. Che Guevara, machin, etc. Et je vais en vacances à Cuba pour voir comment c'était. Moi, je trouvais que c'était bien, je voulais voir. Je trouvais que c'était bien. C'était le début de la révolution cubaine. Romantique, tropicale, pas encore bureaucratisé, le bordel, sympa, il y avait la liberté d'opinion, etc. J'ai dit, c'est sympa, j'ai pris des contacts avec ça fait l'Institut de planification physique. Ils ont dit, oui, on vous recrute, on vous prend. Quand? Je lui ai dit l'année prochaine. Bon, je suis encore resté dans mon institut sans aviser personne. Et l'année suivante, j'étais en vacances à Cuba et je suis resté. Et là, j'ai travaillé au schéma directeur de la région. Pas de la région, du plan directeur, pardon. Et à l'époque, on croyait qu'on allait faire une ville différente de la ville capitaliste, comme les architectes constructivistes russes dans les années qui ont suivi immédiatement la révolution d'octobre. Et alors, puis en plus, il y a eu un Italien qui est allé en vacances, il est revenu avec le droit à la ville, Henri Lefebvre, on puisait là-dedans, etc. Alors on a fait des propositions de villes polyfonctionnelles, mélanger les parents avec les enfants, la dimension ludique, enfin tout un truc. Et donc, c'était une ville qui n'était pas complètement soumise à une rationalité économique, puisqu'on devait, selon le Tché, former l'homme nouveau. Pour former l'homme nouveau, il faut une ville vraiment nouvelle. Pas une ville avec du béton et des machins. Il fallait une ville où les gens, à la fois, travaillent la terre. Soit ils allaient dans des campagnes, couper la canne, etc. Bon, là, à Cuba, j'étais à fond la caisse. J'ai fait la milice, beaucoup plus difficile comme service militaire
que le service militaire français, la milice coupait la canne, comité de défense de la Révolution, marié avec une cubaine en plus. Bon, enfin, je vous tout. Total, le problème, c'est qu'au bout de... J'ai passé 5 ans. Au bout d'un certain nombre d'années, il y a eu vers 68, justement, mais ça n'a rien à voir, il y a eu un tournant, ça s'est bureaucratisé, échec du Tché, mort du Tché, resserrement de la pression soviétique, alignement sur l'Union soviétique. Et j'ai commencé à dire, il y avait des changements de cap, y compris sur le plan économique, sur le plan culturel, censure, répression. J'ai commencé à me répandre, plus ou moins discrètement, en disant que Cuba n'était pas socialiste. Bon, ben, le résultat est arrivé, on m'a foutu en tôle pour espionnage et propagande contre-révolutionnaire. Bon, il y avait des centaines de latino-américains qui ont été expulsés. Ils étaient tous venus comme moi avec l'idéal. Hein, on avait un bouquin qui était une Bible, s'appelait Le socialisme et l'homme à Cuba. C'est le Tché qui avait écrit ça avant d'aller rejoindre la guérilla. Bon. Donc, en tôle, hein, rassurez-vous, 5 jours. Donc c'est bien, avec un interrogateur qui était sympa. Il n'y a pas eu de coup, hein, c'était des menaces aux arrêts, alternant avec... là, c'était pareil, je ne vais pas vous raconter. Vêtu en militaire, menaçant, vêtu en civil. Putain, il discutait avec... En plus, il était politisé, le mec. Discutant avec moi, c'est une raison pourquoi Cuba n'était pas socialiste. Vraiment, j'oubliais que j'étais dans une tôle, avec ce qu'on appelle un référent, c'est le modèle soviétique, un interrogateur qui est affecté à un prisonnier politique, interrogé jour et nuit. Je répète, aucun coup, aucune torture, simplement des menaces. Hein. C'était minimum 15 ans de tôle. J'ai dit, bon, j'y croyais pas ça, parce que je connaissais plus ou moins les sanctions qui arrivaient quand on n'était pas d'accord avec le régime, surtout quand on était étranger. Et il y a des jours où on discutait, mais parfois j'oubliais que j'étais avec un flic de... C'est vrai que j'étais présenté, là, quand je suis arrivé, là, en pleine nuit, avec... C'est les trucs de mise en scène. Avant d'être arrêté, déjà mon épouse cubaine avait dit, attention, tu parles trop. Parce que j'avais parlé avec un journaliste du Monde, avec René Dumont, l'agronome, pour dire pourquoi Cuba n'était pas socialiste. Et en fait, mon épouse était au courant que j'allais être arrêté tôt ou tard. Et pendant 3 ou 4 semaines, j'étais suivi par 2 mecs, c'était jamais les mêmes. J'allais à la piscine, 2 mecs derrière. Hein, je prenais le bus, 2 mecs derrière. Je ne pouvais rien faire, mais c'était visible. Hein, je logeais dans un hôtel de luxe, hein, le National. Toutes les portes, à un moment donné, du corridor, ils ont évacué les pensionnaires, ils ont mis des flics dedans avec la porte entrouverte. Enfin, c'était la mise en condition. Arrestation pleine nuit, avec une douzaine de mecs, avec des couteaux ouvrant les têtes d'oreiller, les placards. C'était un show, hein. Ils ramenaient là-bas, etc. Et bon, j'ai vu, il y avait beaucoup de mise en scène, ça m'a rassuré. Hein. À aucun moment, j'ai dit, bon, ça a peut-être duré, c'est ça, mais je craignais pas, en fait. C'était de l'intimidation, je devais faire une autocritique. C'était avis aux amateurs, les gens qui critiquent Cuba de l'étranger. Je devais faire une autocritique écrite. Et alors, le 4e jour, le référent m'a donné une pile de feuilles blanches, un crayon, une gomme. Vous faites votre autocritique. Alors, je voyais à peu près ce qu'il fallait critiquer. Je connaissais le thème. Vous n'êtes pas au quartier latin. Or, vous appliquez des schémas élaborés en vase clos au quartier latin pour connaître la révolution cubaine. Or, alors en espagnol, idiosyncrasis, l'idiosyncrasie est un terme pompeux chez nous. Disons, la spécificité de la révolution cubaine ne peut pas être appréhendée avec des schémas élaborés au quartier latin. C'était ça mon truc. Alors, je copiais tout ça, sur tel point. Et alors, un garde emmenait la feuille, il a donné ce que j'avais écrit, et le mec me convoquait, puis il me disait, là c'est bien, là, vous n'avez pas l'air sincère. Là, c'est à double sens. Le type était intelligent. Alors, vous savez, vous avez une gomme, hein, ça sert. Alors, au bout d'un jour et demi, la copie était bonne. Et alors, je suis convoqué, puis alors, c'était le show. Hein. C'était, nous avons décidé de vous libérer pour 3 raisons. Service rendu professionnellement à la révolution cubaine, la sincérité de votre autocritique, et le sens de l'humour. Ça, très bien que c'était quasiment. Troisièmement, la mansuétude de notre commandant en jefe, c'était Fidel, le commandant en jefe. Et le commandant en jefe n'était pas au courant de tous les prisonniers politiques qu'il y avait à Cuba. J'avais rencontré une seule fois. Ah oui, j'étais au comité central, j'avais été chargé de présenter le schéma directeur qu'on avait élaboré avec nos idées fantasques. Et je me rappelle, Fidel marchait de long en large. Fidel dit, bon, les Français ont beaucoup d'imagination, c'est intéressant ce plan, mais c'est pas ça qui va augmenter la production. Donc, refusé. Surtout que ça
C'était plus ça. Après, on a pris les modèles. Moi, après, c'est le schéma directeur de la région parisienne qui a servi. Tiens, boucle. Le schéma directeur de la région parisienne a servi de modèle pour certaines manières de présenter les options au plan directeur de Laval. Bon, voilà, je termine là définitivement.